Bonjour à tous et bienvenue sur la philosophie de combat, 10e vidéo, et cette fois-ci une vidéo consacrée à la rhétorique. Rhétorique. Du latin rhetorica, du grec rhétoriqué, de rhétor qui veut dire orateur. Art de bien parler, technique de la mise en œuvre des moyens d'expression. La rhétorique, c'est meilleur que le sexe ou un saut en chute libre. C'est une intense sensation de bonheur et de bien-être au quotidien. C'est un bain bouillonnant de miel et de plaisir. C'est le château Pétrus de vos soirées faites de peaux de bêtes et de cheminées crépitant de mille feux rougeoyant les couleurs de l'arc-en-ciel. La rhétorique vous permet de devenir un homme meilleur, de devenir celui que vous voulez être. La rhétorique peut augmenter vos revenus, vous rendre plus beau et augmenter la taille de... Bref, la rhétorique c'est bien. Alors, pourquoi est-ce que je parle de rhétorique? Alors c'est, on va dire, l'un des aspects de la philosophie qu'il va falloir pour l'instant aborder. Sachez que toutes les vidéos dont je parle en ce moment, c'est un début pour débroussailler un peu les idées, pour rendre les choses plus claires. On passera bien plus tard, quand j'aurai le temps, l'envie, à des choses un peu plus solides, un peu plus dures. Mais pour l'instant, on débroussaille, et donc, comme on débroussaille tout ce qui est des choses que vous connaissez sans doute, mais dont vous diriez approfondir un peu le sujet, en apprendre un peu plus, et puis, bien sûr, les sujets plus compliqués, parce que j'ai réfléchi aujourd'hui sur ce que j'étais en train de faire, et je me dis que sur la dialectique, j'ai vraiment dit le minimum requis, mais sachez que... Oula, il pleut dehors. Sachez que bientôt, j'en dirai beaucoup plus, et beaucoup plus profondément sur tous les sujets que je peux aborder. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, on débroussaille. La rhétorique, on en a besoin au quotidien. Au quotidien, on doit s'exprimer, on doit parler, on doit communiquer avec les autres par le langage. Il y a évidemment, pour s'exprimer ou parler avec les autres, eh bien, pas seulement que le langage. Petite parenthèse ici pour vous dire que quand je parle de dialectique, je parle de la discussion. Alors, souvent, les gens confondent dialectique, pris comme l'art de la discussion, et la rhétorique, pris comme art oratoire, en général. Alors en fait, on va dire que l'art de bien mener une discussion, ça serait plutôt ce que j'appellerais la dialectique, et l'art de bien s'exprimer en général, que ça soit lors d'une discussion ou non, eh bien, on peut bien s'exprimer quand on donne des ordres, par exemple, et quand on donne des ordres, eh bien, ça n'est pas une discussion. Et donc dans tous ces cadres-là, on dit, bien sûr, on parle de rhétorique. Donc on en a besoin au quotidien, comme je l'ai dit. Alors ça peut être des choses banales, comme demander une augmentation à son patron, pour séduire une fille, par exemple, pour obtenir un prêt à sa banque, pour motiver les gens si vous êtes dans une position hiérarchique, et puis pour que les gens votent pour vous si vous êtes un homme politique. Évidemment, ça me semble évident de dire que tout le monde parle, tout le monde est capable de s'exprimer, tout le monde est capable de dire un certain nombre de choses, encore faut-il avoir les mots pour pouvoir le dire, mais peu de gens se sont vraiment penchés sur l'idée qu'ils pouvaient maîtriser le langage à un point à partir duquel ils sont capables de parler à une personne de la façon la plus adéquate possible en préparation d'un objectif ou d'un but qui se serait fixé. Exemple très simple et très trivial, si vous étiez fixé l'objectif de séduire une fille, eh bien il va falloir adapter sa rhétorique en fonction de cet objectif que vous étiez fixé. Si vous voulez, par exemple, vous êtes en train de faire je sais pas moi, d'aller au marché aux puces et vous achetez certain nombre d'articles, vous allez avoir envie de négocier le prix et vous avez bien sûr intérêt à négocier le prix. Et pour négocier le prix, il va pas falloir ne pas savoir quoi dire. Non, non, il va falloir argumenter précisément, blaguer avec le vendeur. Il va falloir être consensuel mais inattaquable sur ses positions. Si on veut 10%, on veut pas plus ni moins, on veut 10%, etc. Enfin bref, il va falloir savoir s'exprimer. Sachez qu'on peut arriver à beaucoup de choses si on a les mots, ça c'est une chose, mais aussi, on va dire, la façon de dire, donner ces mots de la bonne façon, eh bien, tout ça c'est un art qui est complètement différent, qui serait plutôt la rhétorique. Alors, j'ai fait cette discussion libre c'est ça, en deux parties essentiellement. Alors la première, je vais parler de tout ce qui est communication non verbale.
parce que il me semble aujourd'hui qu'on ne peut pas être sérieux quand on parle de rhétorique si on ne parle pas de ce qu'il y a autour du langage. Mais la personne qui transmet ce langage, ça peut être tout simplement parler avec ses mains, comme je le fais souvent, mais ça peut être beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte dans la rhétorique, qu'on va voir en premier, puis après on verra comment on peut placer ces mots et ce genre de choses. Donc, dans la communication, alors le premier point, c'est la communication non verbale. Alors on a souvent une phrase en France qui dit l'habit ne fait pas le moine, mais c'est vrai. D'ailleurs, l'uniforme ne fait pas le policier ou le militaire ou le pompier ou le. C'est-à-dire que un vrai militaire, vous lui enlevez ses bottes, son treillis, son casque, eh bien il reste profondément un homme, pas de guerre bien sûr, mais un militaire, c'est-à-dire quelqu'un qui obéit aux ordres et qui a, on va dire, une vie rangée et droite. En tout cas, quand il est au sein de l'armée, c'est évident. Et quand il est en dehors de l'armée, si c'est un vrai soldat, enfin, théoriquement, il est vraiment un soldat, c'est-à-dire il reste un homme d'ordre. Avant tout, un soldat, c'est un homme d'ordre. Ou un policier, pareil, c'est-à-dire que on peut pas être policier la journée. Enfin, on peut si on veut, mais c'est difficile de concevoir un policier qui est policier la journée et qui est gangster la nuit. Vous voyez, quand on enlève l'uniforme, on n'est pas moins, on va dire, on n'a pas moins un métier. Euh, Équivalent, quelqu'un qui va, je sais pas moi, faire de la vente ou des achats dans une entreprise, eh bien, il sait négocier pendant la journée, il sait aussi négocier en dehors de son travail, et ainsi de suite. Alors, l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens, si vous leur retirez leurs uniformes, eh bien, ils ressemblent plus à rien du tout. Et donc, c'est vrai quand on dit que l'habit fait le moine, euh, ou c'est vrai quand on dit que l'habit ne fait pas le moine. Les deux phrases sont vraies en fait, parce que vous trouverez toujours des moines, qu'ils soient en robe ou non, qui sont vraiment des moines, qui ont une vie de moine ou qui mènent leur vie en fonction de ce qu'ils pensent devoir être un moine. Et puis certains, si vous leur enlevez leurs vêtements, vous les mettez à poil, eh bien ils ne ressemblent plus du tout à la fonction qu'ils ont pendant la journée. C'est pareil pour tous ceux qui ont un uniforme, les juges, les avocats, etc. Pareil, certaines personnes, vous leur enlevez leur costume et leur cravate, eh bien, ils se comportent comme je sais pas moi, comme des moins que rien, alors que la minute d'avant, avec leur costume, ils faisaient chic. Et puis quand ils ouvrent la bouche, c'est un désastre. Eh bien, tout ça, si vous voulez, l'habit fait le moine, c'est vrai. L'habit ne fait pas le moine, c'est vrai aussi. Et dans le doute, il va mieux savoir ressembler à un moine, en tout cas s'habiller comme un moine si on veut ressembler comme un moine. Donc si par exemple vous allez à un entretien d'embauche, il vaut mieux ressembler à la personne que ressembler à la personne qui va occuper le poste que vous convoitez. En gros, c'est très simple à comprendre. Si vous voulez un poste, va dire, de cadre supérieur et vous arrivez en jeans et en basket, c'est foutu. Indépendamment de ce que vous pouvez dire, hein. C'est-à-dire que imaginez quelqu'un qui vient en entretien d'embauche déguisé en clown et qu'on lui demande s'il est prêt à devenir PDG. Eh bien, à moins d'être un dieu ou d'avoir beaucoup d'argent, ça va être très compliqué de devenir PDG. Si on arrive à un entretien devant plusieurs candidats et on est habillé en clown ou on est à poil tout simplement, mais par contre si vous êtes en costume cravate, vous mettez indépendamment de ce que vous pouvez dire un maximum de chances de votre côté. Ça paraît évident, mais je voulais juste le rappeler. Euh, alors comment on dit ça, les pourcentages, j'en suis pas très sûr, mais il semble que tout ce qui est non verbal, c'est représente 76% de notre communication. Alors, je suis plus très sûr sur les statistiques, sur les pourcentages qu'on donne, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire les gestes que vous faites, votre nervosité, comment vous êtes habillé, vos manières, tout genre de choses. Si vous êtes tout le temps en train de bouger, ça, voilà, tout ça, ça communique, qu'on le veuille ou non, un certain nombre de stress. Hein. Si vous êtes crispé, ça se voit. Si vous avez du mal à parler, ça se voit. Si vous avez, je sais pas moi, si vous êtes paradé depuis 5 jours, ça se voit aussi. Et tout ça, ça va compter dans ce que vous allez dire, la façon dont vous allez vous communiquer, sans même que vous ayez ouvert la bouche. Ce que je dis est tellement vrai que certaines personnes sans aucune des personnes sans aucune qualification, sans si vous voulez, sans avoir, on va dire, les compétences pour avoir certains postes,
Eh bien, tout simplement parce qu'ils arrivent à faire un numéro de charme tellement bien fait, avec costume, cravate, avec tout ce qui va bien dans le rôle qu'on suppose qu'ils pourraient acquérir, qu'indépendamment, certaines personnes sont capables de mentir sur leur CV et d'arriver à un entretien avec, on va dire, un vocabulaire et une tenue qui est parfaitement conforme à ce qu'on attend, et on les embauche indépendamment de savoir s'ils ont vraiment les compétences pour cet emploi ou non. Ça existe, et donc sachez que, on va dire, en France c'est moins vrai, mais quelqu'un qui au moins ressemble, n'a pas besoin d'avoir, si vous voulez, tout l'attirail d'un poste, mais tout l'intérêt des diplômes, mais quelqu'un qui ressemble à ce qu'il pourrait être, c'est-à-dire quelqu'un qui vient et qui parle comme un PDG et qui s'habille comme un PDG, même si c'est pas des vêtements de luxe, eh bien celui-là va donner une meilleure impression que celui qui a effectivement les compétences pour être PDG et qui ne sait ni s'exprimer, ni bien s'habiller, ni ce genre de choses. Si vous voulez, il y a quelque chose de l'ordre du prestige, et c'est des choses qui sont du non-dit et de la communication non verbale. Les trucs de base de la communication non verbale, c'est donc ressembler à ce que vous voulez paraître. Donc là, on est vraiment dans le paraître. D'ailleurs, souvent, dès qu'on est dans la communication, on est dans le paraître, on n'est pas dans l'être, mais bon, ça c'est des distinctions sur lesquelles je reviendrai plus tard. Et quand on est dans le paraître, eh bien, il va falloir jouer sur une image, la mettre au meilleur possible. Tous les grands, si vous voulez, les grands chefs d'État, les grands diplomates, les grands de ce monde savent tous ceci par cœur, ce qu'on appelle l'étiquette par ailleurs, c'est-à-dire que quand on va à un dîner, on mange avec tel type de couvert, on boit de telle façon, on embrasse les filles de telle façon, on fait un certain nombre de distinctions, on dit un certain nombre de bêtises. Enfin, bonjour, je m'appelle un tel, je travaille pour telle entreprise, enfin, on s'intéresse à tout le monde. Si vous voulez, quand vous faites un dîner mondain, à la base, on s'en fout de ce que vous allez dire. Il est juste important qu'on connaisse votre nom, qui vous êtes, ce que vous faites, pas peut-être qui vous connaissez, et que vous connaissiez ceux qui sont aussi dans cette surprise party, ou je sais pas comment on appelle ça dans ces milieux-là. Ou si vous faites un rallye, c'est pareil, c'est-à-dire que, on va dire, c'est pas la noblesse française, mais c'est les gosses de riches, c'est mal dire la chose, on va dire les fils et les filles de bonne famille à Paris ou à Lyon ou dans des grandes villes de France se retrouvent dans ce qui s'appelle des rallyes, et là-bas ils échangent un certain nombre de mondanités, et un certain nombre de mondanités, ils discutent pas de Platon, de Kant ou d'Aristote, ils discutent bien sûr du temps qui fait, de qui fait quoi, etc., parce qu'on est là pour créer des réseaux. Et donc si vous voulez, dans le monde professionnel, c'est pareil. Souvent, on n'est pas là pour discuter, on n'est pas là en philosophie, on est là juste pour, si vous voulez, donner l'impression qu'on est important, qu'on existe, se faire un réseau, et puis pour plus tard peut-être pouvoir faire du business et travailler avec ces gens-là. Mais revenons à notre communication non verbale. Donc, son attitude, euh, c'est-à-dire souvent quand vous globalement, c'est plutôt la maîtrise de soi qui est importante, c'est-à-dire de savoir parler lentement s'il faut parler lentement, parler vite s'il faut parler vite. C'est vraiment la maîtrise de soi qui compte dans la communication non verbale, c'est-à-dire ne pas partir dans des fous rires n'importe comment, ne pas rire quand il faut rire. Enfin, c'est vraiment tout un protocole à apprendre. Et déjà, rien qu'en faisant tout ce protocole de base, eh bien, vous pouvez pas vous mettre les gens dans la poche, mais au moins vous faire bien voir par la plupart, soit de vos collègues, soit de vos amis, soit des gens que vous connaissez, soit dans des dîners, ce genre de choses. Il faut soigner son attitude, et pour soigner son attitude, eh ben, c'est devant le miroir, ça s'apprend, c'est un apprentissage long comme beaucoup de choses, mais si on veut vraiment avoir l'attitude d'un PDG, il suffit de commencer tout simplement par commencer à imiter des PDG. Vous allez sur internet, vous regardez en revue le nom de tous les PDG que vous pouvez voir, et puis vous regardez toutes les vidéos, vous lisez toutes les biographies que vous pouvez de tous ces PDG là. Et puis, au bout d'un moment, vous allez pas devenir un PDG, bien évidemment, mais au moins vous allez prendre les attitudes des PDG. Et remarquez souvent, alors surtout en France et quand on est dans des hauts niveaux de diplôme, c'est beaucoup de maîtrise de soi, très peu de mouvements, ou des mouvements qui sont ni brusques, qui sont bien calculés, bien maîtrisés. Et voilà. Donc sachez que une partie de quand je parle, il faut aussi, bon là je me vois parce que c'est le logiciel qui veut ça, mais une partie c'est pas
C'est vraiment la maîtrise de ses gestes, de ses émotions, etc. Travailler le ton de sa voix, c'est-à-dire ne pas arriver avec une voix toute n'importe comment, une voix de, de Rambo, ça marche pas non plus. Il faut avoir une voix un minimum agréable. Hein. On peut avoir, travailler le ton de sa voix, ça requiert ne pas partir dans les aigus. Même quand on rigole, ne pas partir dans c'est-à-dire que quand on rigole, ne pas faire des bruits de cochon, par exemple, ça peut être, à la limite, ça peut être drôle quand on est entre des amis, mais quand on est dans le milieu du travail, c'est des choses qu'on va pouvoir vous balancer plus tard à la figure. Vous allez voir ça avec, quand on va voir tout simplement tout ce qui est argumentaire ad hominem. C'est-à-dire qu'il va falloir, même si on a un certain nombre de gestes quand on est soi-même, par exemple, ça peut arriver qu'on rigole tellement fort qu'on ressemble à un imbécile, c'est vrai. Mais quand on est avec ses amis, on se prive pas de rigoler comme on veut. On s'est jamais dit, tiens, je rigole d'une façon hystérique, je ressemble à un hystérique quand je rigole. Personne ne se dit jamais ça. Mais en tout cas, si un jour vous voulez progresser sur votre communication non verbale, vous allez avoir intérêt, soit avoir un rire hystérique, mais qui vous représente bien et qui va bien avec votre profession, ou alors qui fait qu'on vous reconnaît partout, ou alors éviter d'avoir un rire hystérique parce que c'est quelque chose qu'on va vous jeter à la face derrière votre dos, malheureusement. Euh, Vous remarquez aussi que chaque fois que je commence ces vidéos, je dis bonjour et bienvenue sur la philosophie de combat. Alors j'essaye d'avoir un ton de voix ni trop dans les aigus, ni trop monocorde, ce qui est assez difficile. Si un jour vous faites des vidéos sur internet, vous vous rendrez compte que c'est difficile d'avoir un timbre de voix qui change, qui va. Non, mais je suis pas en train de lire de la poésie, donc je suis en train un peu de faire de la création instantanée, puisque certaines de choses sont écrites et certaines ne le sont pas. Et donc j'essaye d'avoir un ton de voix qui est ni trop grave ni trop aigu, qui est à peu près dans la moyenne. Euh, un autre petit truc que vous avez sans doute peut-être remarqué si vous avez l'habitude de faire ça, c'est que dans ma main, là, j'ai un stylo. Et quand je suis un peu, pas en panique, mais si vous voulez, là je suis en train de vous parler, là, quand j'ai quelques... Ça c'est un truc qu'on m'a montré quand je faisais mes études, hein, mais ça marche bien. C'est-à-dire que j'ai mon stylo là, et quand je suis un peu j'ai un peu de mal à pas retrouver mes idées, mais à retrouver le fil de ma pensée, ou pour pas stresser et augmenter le nombre de mots que je peux oublier dans une phrase. J'ai tendance à prendre tout simplement mon stylo et à le tenir dans ma main. Et vous le remarquez pas vous à l'écran, mais parfois je le serre un petit peu fort. Ça m'aide à me concentrer sur mon esprit et pas à me perdre dans mon fil de pensée. C'est des petits trucs. Avoir un petit objet dans la main comme un stylo peut souvent vous permettre de mieux maîtriser ce que vous dites et surtout de mieux maîtriser dans la façon dont vous le dites. Si vous voulez, quand je vous parle, j'ai pas les genoux qui tremblent, je suis pas tout en train de m'agiter. C'est pas comme ça que ça marche. Mais pour ça, justement, j'ai un stylo dans la main. Alors certains diront que c'est un effet placebo, mais je pense vraiment que quand on a un objet sur lequel on peut défouler son stress, euh, eh bien, ce stylo, par exemple, eh bien, ça permet de mieux se concentrer sur ce qu'on dit, et ça permet aussi de mieux relaxer, on va dire, ses muscles, d'être plus détendu quand on parle. Alors, la communication non verbale, donc il y a l'habit, il y a tout ce qui est autour du langage, hein, c'est-à-dire son attitude, sa voix, ni trop, enfin je veux dire, et puis aussi quelque chose de très important qu'on voit dans les écoles si on fait de la communication à un niveau, c'est qu'on essaye surtout déjà d'imiter l'autre, c'est-à-dire que ça j'en ai déjà un petit peu parlé avec la dialectique, mais peut-être pas assez en profondeur. C'est-à-dire que euh, pendant un moment dans la conversation, au début, on va arriver avec ses idées, ses façons de faire, etc. Et la meilleure façon de commencer avec une bonne rhétorique et une bonne façon de convaincre les autres non verbales, eh bien, on peut déjà commencer à les imiter. C'est-à-dire pas les singer, c'est-à-dire que si l'autre il est comme ça, on se met comme ça, mais avoir déjà des positions similaires. Sauf si vous avez quelqu'un en face de vous qui est comme ça, euh, vous pouvez tout simplement, sans le singer, sans exactement comme il fait, euh, avoir une position qui ressemble sans être la même à votre à la personne que vous essayez de convaincre. Imiter sa façon de parler. Si y a un petit accent italien, vous essayez d'en avoir un petit, sans singer bien sûr. On n'est pas là pour faire l'imbécile. Hein. Au niveau de si vous voyez qu'il est stressé, qu'il bouge comme ça, alors soit vous essayez
de le mettre à l'aise, soit vous essayez d'être mais le mieux c'est d'abord de se mettre au même niveau de stress que lui et de bouger, d'être très stressé, et puis après doucement de descendre le rythme, et vous verrez qu'il descendra aussi le rythme. Ça c'est tout simplement tout ce qui est de l'ordre du mimétisme, hein, c'est-à-dire que quand on se met d'une certaine façon, vous avez tendance, et que les autres vous regardent et que vous avez l'air confortablement installé dans votre position, eh bien ils ont tout leur esprit sans que ça soit conscient. On se dit pas, enfin, au début on le fait pas, mais on se met pas consciemment à se dire je vais me mettre comme ça, on le fait naturellement. Eh bien, si vous voulez, au bout d'un moment, quand vous regardez tout ce qui est de l'ordre de la communication non verbale, vous allez commencer à vous rendre compte des gestes qui se passent autour de vous, et vous allez vous rendre compte que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gestes ou un certain nombre d'attitudes qui sont en face de vous. Vous allez, tout en ayant un discours qui correspond à la situation, commencer à vous mettre dans une position qui va vous rendre naturellement sympathique par son mimétisme à la personne qui est en face de vous. Donc ça, c'est vraiment à la base du comportement. Et pour ce qui est de parler en public, eh bien, on n'est pas comme ça avec sa feuille, ça arrive souvent. Ça, c'est vraiment la base. On est comme ça. À la limite, ne faites pas ça, surtout pas. Ne prenez pas une feuille et faites n'importe quoi avec. On n'est pas là pour montrer qu'on tremble. Posez la feuille, soyez relax, soyez un peu comme les gens qui sont en face de vous. Ils sont silencieux en face de vous et ils bougent pas, a priori. Eh bien, vous allez être pas silencieux, bien sûr, vous allez parler, mais sans trop bouger. Et puis si vous voyez les gens plutôt agités, vous allez vous agiter, ainsi de suite. Donc aussi, très important, quand on parle du ton de la voix, il y a aigu, grave, il y a ça. Il y a aussi de quoi on a l'air. C'est-à-dire que si vous demandez une augmentation à votre patron et que vous regardez en haut, en bas, vous savez pas trop regarder, et puis ouais, bah, et puis vous savez pas où vous en êtes, il faut avoir l'air sérieux. Et il faut ressembler. C'est-à-dire que si vous êtes dans un rendez-vous amoureux et vous êtes là, bon, je vous propose, dans le cadre de notre soirée, premièrement d'aller au cinéma et de voir un film, je payerai 70%. Non, mais on n'est pas, voilà, on adapte. Et puis, à l'inverse, quand vous êtes devant votre patron, vous n'allez pas dire, vous avez une si belle cravate aujourd'hui. J'avais pas remarqué combien vous pouvez être mignon. Enfin bref, vous allez pas dire ça à votre patron, déjà parce que vous allez vous prendre une baffe. Et puis ensuite, on adapte son langage en fonction de la personne qui est devant soi. Pareil, on peut avoir un patron sympa, on parle sans être salut mon pote, ça va, on parle de façon et qui va permettre, tout en gardant la hiérarchie et l'autorité, ce qui est la vraie réalité, il faut garder la réalité telle qu'elle est, vous allez aussi essayer d'être ou de faire semblant face à la personne qui essaie d'être sympathique. Vous allez, même si vous la trouvez antipathique, c'est pas grave, ou même si vous la trouvez sympathique, peu importe ce que vous pensez d'une personne, si vous voyez qu'elle essaie d'être sympathique avec vous, réagissez en fonction de ce qu'elle fait. C'est-à-dire si quelqu'un essaie de sympa avec vous et vous l'aimez pas, ben vous faites semblant de dire ouais, machin, on est cool, etc. Vous faites semblant. C'est pas l'important, comme je l'ai souvent dit et déjà dit en dialectique ou la rhétorique, là on est là pour avoir un discours qui plaît, et tout ce qui est autour doit déjà être maîtrisé suffisamment pour que après, si vous voulez, le reste du discours soit entendu positivement. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'attitude qui vous plaît bien et qui commence un discours, vous allez déjà juger le discours avant d'avoir entendu les arguments, les mots et ce genre de choses. Donc très important, il faut soigner sa communication non verbale, c'est vraiment très très important. Il y a énormément de livres qui existent sur le sujet. Alors si un jour vous devez écrire un livre sur ce sujet-là, par pitié mettez des images, parce que il n'y a rien de pire qu'un livre sur les gestes où il n'y a pas d'image de gestes, ça c'est ce qu'il y a de pire. Euh, ça marche dans tous les domaines, hein, c'est-à-dire que ça peut marcher dans le niveau. Alors il y a des tas de livres sur la manipulation, ce genre de choses. Donc là dans ce domaine-là, les gestes pour manipuler l'autre, etc. Vous avez les gestes de la séduction, vous avez des tas de livres et de presque même une série télévisée qui s'appelle Lie to Me sur ce sujet. La communication non verbale, ça se soigne, ça s'améliore, ça peut se faire devant une glace, ça peut être fait tout simplement en se disant aujourd'hui je vais vérifier que ce comportement-là, par exemple mes mains vont réagir exactement comme je veux, et ce genre de choses. Ça va être important parce que après, quand on va rentrer dans la discussion pure, dans les arguments et ce genre de choses, si déjà vous avez gagné sur le terrain, on va dire, c'est presque du parapsychologique, mais c'est-à-dire la personne a déjà, va dire, une bonne opinion ou une opinion favorable ou une opinion neutre de vous parce vous n'avez pas fait un certain nombre de gestes qui pourraient lui déplaire, ou vous l'avez imité sans la singer, ce qui lui fait
croire que cette personne avec vous, quand elle discute, elle est avec quelqu'un qui est un peu semblable, eh bien tant que vous êtes dans ce cadre-là, vous êtes déjà bien parti pour pouvoir argumenter, parler et faire de la rhétorique. Encore des choses qui peuvent vous paraître absolument anecdotiques, mais c'est très important, c'est que, comme j'ai dit pour la dialectique, mais ça marche, et ça marche encore plus pour la rhétorique, il va falloir rester calme. Euh, c'est beaucoup du non-dit, mais si vous voulez, à très haut niveau de, comment dirais-je, à très haut niveau de formation, à très haut niveau intellectuel, même dans certaines sociétés comme en Chine par exemple, s'énerver, ou au Japon, plutôt au Japon je pense, s'énerver c'est déjà avoir perdu la discussion, c'est déjà gueuler sur quelqu'un, ce genre de choses, c'est montrer de la faiblesse en fait. C'est-à-dire que vous gueulez sur quelqu'un parce qu'il n'a pas fait ce que vous vouliez, etc. C'est presque de la faiblesse. C'est-à-dire que quelqu'un qui, certes à très haut niveau, on a dans l'idée que vous êtes, on va dire supérieurement intelligent, c'est pas forcément vrai, mais en tout cas c'est comme ça qu'on s'imagine les gens à très haut niveau, et donc vous êtes capable de faire passer vos idées et de convaincre une personne sans recourir à la colère ou sans recourir à l'extorsion, ou voilà, ne pas s'énerver. Quelqu'un qui s'énerve est quelqu'un qui, à certains hauts niveaux, est très ridicule et montre beaucoup de faiblesse. C'est-à-dire que quand vous vous énervez, eh bien, vous passez pour les autres comme, on va dire, il y a quelque chose qui va pas. Si vous vous énervez, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pas que vous vous énervez parce que vous avez peut-être raison de vous énerver, hein, les gens parfois sont pénibles au travail, mais si vous vous énervez, vous commencez à engueuler l'autre, et d'ailleurs c'est vrai dans la vie de tous les jours finalement, eh bien vous montrez plus de faiblesse que d'autorité. L'autorité c'est tout à fait autre chose, hein, c'est-à-dire que la vraie autorité c'est celle qui n'a pas besoin de violence. Si vous pouvez convaincre vos enfants, votre femme, votre copine, je sais, ou n'importe qui, ou votre patron, d'un certain nombre de choses sans recourir à la violence, qu'elle soit verbale, physique, ou n'importe laquelle type de violence, ou la pression, ou le chantage, etc., eh bien, vous avez montré, si vous voulez, que vous êtes pas quelqu'un d'autoritaire, mais qui a de l'autorité. C'est quelqu'un qui est capable de faire des choses aux autres sans recourir à l'agression, la violence, etc. Et ça, c'est très très important. Euh, et ça c'est des choses qui s'acquièrent. Alors, pas forcément que par la rhétorique, mais si vous voulez, quand quelqu'un nous semble supérieurement intelligent, c'est le cas pour un certain nombre de mes supérieurs hiérarchiques là où je travaille, eh bien, je fais ce qu'il dit sans poser de questions, je m'énerve pas, enfin voilà, je reste parfaitement calme, et puis ils le font aussi. On est justement des êtres de langage, on est capable de se parler, et quand il faut recourir à la violence, eh bien on ressemble finalement à presque des animaux, de la préhistoire, et ça se voit. Et attention, surtout si vous pensez avoir une position de très grande influence dans l'entreprise, si vous commencez à vous énerver, ça va pas, c'est quelque chose va pas. Si vous voulez, quand on va très haut dans la hiérarchie des entreprises, ce qui marche le mieux, c'est un discours, on dit pince sans rire pour être gentil, mais on va dire c'est quelque chose de très froid, de très glacial, c'est-à-dire un discours qui va vous casser en mille morceaux sans s'énerver. Par exemple, j'ai bien compris que vous avez été incompétent sur ce dossier-là, mais c'est pas le premier, bon, il y en a d'autres sur lesquels vous avez été aussi incompétent. On va trouver une solution pour vous faire en sorte que les actions néfastes que vous avez portées sur cette entreprise, etc., etc. Oui, on n'est pas en train de s'énerver, on est en train de démolir une personne tout en restant très calme. Et ça, c'est beaucoup plus comme ça, si vous voulez, quand on finit par faire de la rhétorique, il va falloir agir. Et face à quelqu'un qui nous démonte comme ça en mille morceaux, qui est notre incompétence, etc., il va falloir s'énerver. Ouais, vous dites n'importe quoi. Non, non, surtout pas. Il va falloir rester extrêmement calme aussi. Sur quels critères pouvez-je juger mon incompétence? Voilà une bonne façon de répondre à une personne qui vous casserait en mille morceaux de façon très froide. Et dès qu'on s'énerve, c'est que forcément quelque part on est en train de, on est plus très bon. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc voilà, dans les conversations sérieuses, un style sérieux. Dans les conversations
Finalement, il faut rien en avoir à foutre. Si vous parlez avec vos potes, faut pas être en train de faire un reporting devant votre patron. C'est-à-dire que, voilà, il faut adopter. Et l'inverse est vrai. Votre patron, c'est pas votre pote, et quand vous faites un reporting, vous restez factuel. Voilà. Sachant que on peut avoir plusieurs styles hein, dans la façon dont on s'exprime. Le style hyper confiance en soi, salut ma chérie, t'as jamais rencontré un homme comme moi, ou le style timide, excusez-moi de vous aborder, mais vous comprenez, hein, voilà. L'important, et là on va vraiment rentrer dans ce qui est de l'ordre de la sagesse, je crois, c'est pas finalement de savoir si on est plutôt quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui en a rien à foutre, quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui est sûr de soi, ce genre de conneries. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de pouvoir se maîtriser au point où on est capable, sans singer les autres, d'imiter n'importe quel style qui s'offrirait à nous. C'est ça on va dire pas le fond du fond, mais le point numéro un de la communication non verbale. Voilà, on n'est pas obligé. Si on est quelqu'un de timide dans la vie, on l'est, c'est bien. Mais face à votre patron, le jour où il faut demander une augmentation, eh ben, moi, si vous m'en demandez une et je suis votre patron, je vais justement profiter de cette timidité. Et c'est très simple, face à quelqu'un de timide, tout simplement, vous lui coupez la parole. Et comme il est timide, il va pas oser vous répondre. Ou élever le ton juste pour pouvoir continuer à parler. Et vous allez le balader à droite, le balader à gauche. Et puis il sortira de votre bureau sans aucune augmentation. Ça, c'est clair. Donc, le but n'est pas de savoir d'être timide, etc. C'est bien, d'avoir hyper confiance en soi, c'est bien aussi. Le mieux, c'est de pouvoir imiter n'importe quel style. S'il faut être sérieux et factuel, il faut savoir le faire. S'il faut être je m'en fous, je suis avec mes potes, etc., il faut savoir le faire aussi. S'il faut avoir un style complètement timide, il faut. Et plus difficile, mais vrai aussi, s'il faut avoir un style décontracté, etc., dragueur, séducteur, ça va, etc., hyper relax, il va falloir savoir le faire aussi. Ne serait-ce que parce que je vous ai dit, vous êtes là déjà au niveau de la rhétorique pour augmenter face à un interlocuteur les chances que vous avez que déjà ils veulent bien vous écouter au moins. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça donc voilà, comme j'ai dit, l'attitude va avec la demande, hein, c'est-à-dire voilà, quand on a une demande sérieuse, on met pas un nez de clown, vous voyez. Euh, Gestuellement, alors parler avec les mains, alors on sait que culturellement c'est plutôt les peuples du sud qui parlent avec les mains. C'est moins les peuples du nord ou enfin, je connais pas après. Je trouvais que bon, j'ai vécu un certain temps en Angleterre, je trouvais pas que les gens parlaient plus ou moins avec les mains, ils parlaient peut-être un petit peu moins que nous. C'est vrai que quand on est dans le sud, les gens ont les mains plus libres, et les Espagnols ou les Italiens, surtout les Italiens, vraiment, ils parlent avec les mains. Et bon, pour moi, je pense que le mieux n'est pas de savoir s'il faut savoir parler avec les mains ou pas. Je pense que il faut savoir le faire. Si ça vous aide, tant mieux. Si ça vous aide pas, si c'est pas votre naturel de le faire, eh bien tant mieux aussi. Hein. Il n'y a pas de bon naturel ou de mauvais naturel. Moi, j'aimerais juste vous mettre à la puce l'idée que ça serait peut-être bien de savoir faire les deux. Savoir connaître son style. Moi, je préfère parler avec les mains, savoir que des gens n'arrivent pas à le faire. Et quand on est face à des gens qui ne parlent pas avec les mains, soit on fait un numéro de charme et à ce moment-là on peut avoir l'air de l'occidental qui parle avec les mains et c'est mignon. Soit ça insupporte la personne en face de vous, il va falloir prendre ses mains, pas derrière son dos, hein, mais pas j'arrête de parler, mais il va falloir arrêter de les bouger n'importe comment et savoir rester calme avec ses mains. Il faut tout simplement savoir faire les deux, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Euh, Et enfin, la dernière chose de la rhétorique, mais à un niveau très communication non verbale. Peut-être que plus tard, hein, je reviendrai sur tous ces sujets-là, mais pour l'instant, je parle de ça. À un niveau assez basique. Hein. Il faut s'entraîner. Alors, ça peut être devant la glace, ça peut être tout simplement dire un certain nombre de discours sans cligner des yeux tout en se regardant dans la glace. C'est-à-dire pas dire des discours tout en regardant en l'air ou ses pompes, mais il faut savoir dire des discours tout en regardant les gens dans les yeux. Premier entraînement, s'entraîner à regarder les gens dans les yeux sans que ça soit non plus insistant, n'importe comment, mais savoir et apprendre à regarder les gens dans les yeux. Ça c'est important, pas de façon agressive, hein, de façon plutôt tendre. Hein, voilà. Il y a plein de trucs. Alors savoir tout simplement se parler devant la glace. Hein, je veux dire, il y a pas de
y a pas de mystère, il y a pas de secret. C'est souvent ça qui même si vous avez du mal à ressortir les phrases après, au moins ça fait un petit entraînement. Euh, à niveau de la communication non verbale, il faut repérer un certain nombre de trucs. Alors moi, je peux pas vous les faire tous là parce que ça serait beaucoup trop long de vous expliquer tous les petits trucs qu'on peut voir sur la communication non verbale. Mais je vais vous en donner un. Enfin, il y en a deux qui sont célèbres et très connus. Euh, Alors celui-là, il est un peu difficile à voir, mais c'est quand vous êtes dans un rendez-vous amoureux, par exemple, vous pouvez regarder si les pupilles de la personne avec qui vous discutez sont dilatées ou non. C'est-à-dire qu'il y a l'œil, vous avez un rond noir, c'est la pupille, et puis si ce rond-là couvre une grande partie de l'œil sans aucune raison, eh bien à ce moment-là, c'est que soit elle a trop bu, soit elle a pris de la drogue, soit vous lui plaisez. Donc soit il y a soit on a éteint les lumières dans le restaurant. Sachant que enfin, et puis des petits trucs aussi, vous pouvez jouer au poker par exemple. Alors contrairement à ce qu'on peut croire, le poker, il n'y a pas que il y a la partie statistique qu'il faut connaître, mais il y a aussi toute la partie comportementale. Surtout que si vous faites des petits tournois, vous faites ça, je sais pas, le vendredi ou le samedi soir, eh bien, il y a toute la partie stress des joueurs. Et ça se voit quand on a l'habitude, quand on sait regarder et quoi regarder. Alors ça peut être des tas de mimiques. Il y en a qui tremblent jamais, c'est-à-dire vous avez ici la trachée, et puis quand vous êtes un peu contrarié, ou souvent c'est aussi la peur. Alors la peur c'est un certain nombre de ça se voit sur un visage, mais ça se voit aussi au niveau de la trachée. Quand vous déglutissez soudainement sans raison de façon délicate, ça peut souvent dire, par exemple si vous êtes joueur de poker, que la personne en face de vous, elle a soit une main géniale, soit une main pourrie et qu'elle est en train de bluffer. Eh bien, c'est des choses qu'il faut regarder. Donc là, si vous voyez aussi le rythme cardiaque qui s'accélère, euh, ça peut vous donner des indices. C'est remarque en passant, c'est pour ça qu'au poker, par exemple, vous n'avez pas le droit de mettre des jetons sur la table et de les reprendre en disant finalement je vais miser autre chose, parce qu'en faisant ça vous allez créer une réaction chez votre adversaire et qui va pouvoir se voir physiquement sur son visage. C'est-à-dire que s'il est en train de bluffer et que vous suivez sa mise, vous en mettez plus, eh bien vous allez voir soudainement son visage se tendre ou se détendre de soulagement parce qu'il vous a suivi. Eh bien on n'a pas le droit on paye pour voir vraiment, c'est ça. Et donc quand on paye, on n'a pas le droit de reprendre ses jetons, tout simplement parce que en faisant ça, on va avoir une information sur comment réagit au niveau émotionnel son interlocuteur. Donc voilà, il y a des petits trucs, faut regarder la tempe, faut regarder les pupilles, comment on croise les bras, est-ce que la personne a l'air détendue, ça se voit assez naturellement. Alors c'est vrai qu'il y a des poses qui sont généralement plus détendues que d'autres, ça se voit tout de suite. Puis des positions stressées, enfin je dirais toutes ces choses-là se voient assez naturellement. Il faut juste prêter attention. C'est-à-dire quand vous regardez des gens, ça peut vous arriver de vous installer à une terrasse d'un café, et ben tout simplement mettez-vous à regarder les gens à votre droite, les gens à votre gauche, comment est-ce qu'ils se comportent, est-ce qu'ils bougent les mains, comment ils se sentent les uns avec les autres. Euh, il n'y a rien de plus intéressant et de formateur que regarder, on va dire, un jeune couple ou des gens qui sont pas encore en couple, c'est encore plus intéressant, se mettre autour d'une table et voir toutes les mimiques. C'est assez impressionnant. Si vous les filmiez, ils croiraient pas à tout ce qu'on peut voir. Pardon. Et toutes les mimiques qu'on peut voir sur des gens quand ils sont assis les uns en face des autres et qui discutent. Les mouvements de retrait, les mouvements en avant, toutes ces choses qu'on fait sans s'en rendre compte, tous ces gestes qui vont être bien sûr perçus par notre esprit et qui vont déjà prédéfinir, avant même que vous ayez commencé à faire de la rhétorique, un certain nombre de choses qu'on va pouvoir penser et voir sur vous. Quelqu'un qui a la main sur le cœur quand il parle, c'est un peu plus impressionnant que quelqu'un qui vous parle hyper sérieusement comme ça. C'est pas la même chose que quelqu'un qui vous parle hyper sérieusement comme plutôt la main sur le menton comme ça. Enfin bref, il y a tout un tas de gestes. Alors il faut lire des livres tout simplement. C'est quelque chose qu'on finit par remarquer avec l'habitude. Et d'ailleurs, comme je parle souvent de ça, c'est quelque chose que j'aurais pu dire plus tôt d'ailleurs, quand je parle de dialectique, quand après je vais parler de rhétorique, c'est aussi des choses, si vous voulez, que vous allez vous mettre à remarquer, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de devenir un génie de la philosophie ou un grand rhéteur ou je ne sais quoi.
comment est-ce qu'on commence ça? En tout cas, je sais toujours la même chose. On recommence par remarquer comment on fait, comment nous on fait, comment les autres font, et comment on peut améliorer un certain nombre de mimiques, de façons de parler par rapport à ce que font les autres. Et tout simplement, alors il faut imiter, puis avant d'imiter, il faut observer, tout simplement. Et donc, comment on commence par avoir une bonne dialectique? Tout simplement en observant celle des autres. Une bonne rhétorique en observant celle des autres. Et puis, bah, c'est très simple. Vous allumez la télévision, vous allez sur YouTube, Dailymotion, etc. Et vous allez regarder comment est-ce que les autres s'expriment, comment ils placent leurs arguments et ce genre de choses. Et bien, vous allez voir quand vous regardez comment vous n'êtes pas en train d'écouter ce qu'ils disent, hein. Au début, vous êtes en train de regarder comment ils se placent. Les hommes politiques sont toujours font la même chose, ils sont comme ça, voilà, un pouce l'un sur l'autre, comme ça. Et puis soudainement, ils vont ouvrir les bras quand ils ont quelque chose de ah non, et puis ils reviennent comme ça. Tout un tas de mimiques. Les hommes politiques, vous remarquez, ils sont très souvent très 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 forts pour ça aussi. C'est des choses qui se remarquent. Et ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, dès à présent, c'est commencer à remarquer ces choses. Attention, on n'est pas en train de faire de la philosophie de comptoir ou de la psychologie de comptoir. Vous n'êtes pas un grand génie parce que vous avez remarqué que votre maman se grattait l'oreille souvent. C'est bien. Savoir ce que ça veut dire, c'est plus compliqué. Même peut-être c'est même impossible. Mais au début, on va déjà, et là je vous conseille déjà de commencer à faire ça. Regardez comment les autres se tiennent, est-ce qu'ils sont droits, est-ce qu'ils sont pas droits, est-ce qu'ils sont voilà, comment ils bougent, quelle est leur communication non verbale. Et déjà qu'avec ça, vous allez non seulement voir ça des autres, et vous allez pouvoir commencer à faire quelque chose de très intéressant, c'est commencer à observer la vôtre. Voilà. J'en ai fini pour cette toute première partie de la rhétorique. Évidemment, c'était une partie beaucoup sur les gestes et ce genre de choses. Je referai peut-être si j'ai le temps plus tard une vidéo pour rentrer beaucoup plus en détail sur tout un tas de choses, de sujets, etc. Mais pour l'instant, la meilleure façon de commencer à s'intéresser à ce genre de choses, et là, il n'y a pas besoin de lire Kant pour remarquer ça, il suffit tout simplement d'observer les gens autour de vous.